Mesdames, Messieurs, j'ai vu que les échanges ont été riches durant ce déjeuner, qui était fort bon par ailleurs. On va continuer notre tour de France du contrôle biologique. On va faire un focus sur 6 exemples, initiatives régionales de contrôle biologique qui sont quelque peu emblématiques et qui ont été choisies pour cela. Alors vous allez voir, certaines sont en vidéo et notamment la première. On va mettre le cap, pour bien démarrer s'il vous plaît, on va mettre le cap sur l'île de la Réunion. Vous allez voir une vidéo qui concerne la mangue. Top image. Jean-Charles Le Cambière, agriculteur sur la zone de Saint-Gilles-les-Bains. Donc je suis sur une exploitation de 12 hectares, cultivée principalement en manguier, mais je fais également des agrumes, du litchi, de la papaye et du fruit de la passion. Et j'ai encore des projets de développement et de diversification toujours en production fruitière. Et je fais partie du réseau Défi-Ferme Mangue. C'est en 2016 en effet que Jean-Charles de Cambière intègre le réseau Défi-Ferme Mangue. Le réseau Défi-Ferme me permet en fait de me tenir au courant des dernières évolutions techniques dans mon domaine et par échange et participation à différents ateliers, j'ai pu changer mes pratiques, tout ça dans un but d'améliorer mes productions tant en quantité mais également en qualité. Comme tous les producteurs de mangue à La Réunion, Jean-Charles doit faire face à une multitude de bioagresseurs, des insectes bien sûr, mais également des champignons qui s'attaquent aux manguiers dès leur floraison. Pour limiter l'impact des ravageurs sur son verger, l'arboriculteur développe ainsi plusieurs stratégies, à commencer par une plantation d'arbres fruitiers très diversifiée. La parcelle dans laquelle on est, c'est la variété José, qui sera séparée de la variété thaïlandaise, elle-même séparée d'une variété américaine et une autre variété originaire de la Réunion. En bas, une séparation encore avec une variété sud-africaine. Et toutes ces parcelles en fait, de différentes variétés de manguiers sont séparées par des rangs d'agrumes, des doubles rangs d'agrumes, qui seront du pamplemousse, du citron galé, du combava, ou encore un peu plus haut là, du citron 4 saisons et du pomelos. Cette diversité me permet en fait d'avoir des floraisons qui sont décalées, des productions qui sont décalées, qui sont différentes. Chaque variété n'attire pas les mêmes bioagresseurs. Donc on a encore un phénomène de dilution du phénomène d'attractivité de mon verger pour les bioagresseurs et un autre phénomène de complémentarité entre agrumes et manguiers qui abritent des auxiliaires de culture différents et qui sont complémentaires. L'enherbement de la parcelle favorisant la biodiversité, l'utilisation de produits de biocontrôle ou encore l'ensachage des fruits permettent aussi de lutter contre notre ravageur récalcitrant, la mouche des fruits. Alors là, ce que vous voyez, c'est un fruit mûr qui a déjà été piqué. Et sur mon petit doigt, là, il y a une mouche qui fait une approche, qui a senti le fruit, qui va monter sur le fruit. Et si on lui laisse assez de temps, elle va trouver l'endroit idéal où piquer et elle va déposer son œuf à l'intérieur du fruit. Vous voyez, donc là, elle cherche. Et si elle trouve, elle place son ovipositeur et elle va déposer son œuf sous la peau de la mangue. Pour casser le cycle de la mouche des fruits, Jean-Charles met en œuvre plusieurs techniques de lutte agroécologique allant de la prophylaxie dans son verger à l'utilisation de pièges spécifiques pour ces insectes ravageurs. Ça, c'est un piège alimentaire donc qui capture à la fois mâles et femelles de l'espèce Ceratitis capitata. Donc on en a d'autres qui sont de type phéromonaux, donc qui vont attirer les mâles, ou d'autres exclusivement alimentaires qui vont attirer les femelles. Mais grosso modo, ce sont des moyens avec un impact très limité sur nos vergers, donc pas de traitement plein champ par exemple, et qui nous permettent de limiter les populations de façon importante. D'ores et déjà, quelques dizaines d'oies participent aussi activement à la régulation des ravageurs. Et bientôt, celles-ci joueront également un rôle important dans le contrôle de l'enherbement du verger. Pour l'instant, on est en période de test, donc on emmène les mangues aux oies pour qu'elles les mangent. Mais à terme, ça serait de les avoir dans le champ
en permanence. Et dès qu'un fruit abîmé ou piqué par la mouche tombe par terre, elle le consomme, donc elle coupe le cycle de reproduction de la mouche. Quand on le met dans un verger, une cinquantaine d'oies comme ça peuvent consommer un demi-hectare en 2 à 3 semaines quand elles sont adultes. Et en faisant des rotations, on est capable d'éviter d'utiliser que ce soit un tracteur ou une débroussailleuse. Et les animaux font le travail à notre place. Et le dernier bénéfice de leur présence dans le verger, c'est la fertilisation. Donc elles apportent le fertilisant directement au pied. Moins de traitements phytosanitaires et plus d'observations dans le verger. En quelques années, les pratiques des producteurs de mangue de la Réunion ont évolué dans le bon sens. À travers les dernières années qui sont passées avec le projet Biophytomangue et puis l'encadrement des différentes instances de la Réunion, que ce soit la Chambre d'agriculture, le CIRAD, l'Armée Flore, l'agriculteur en fait a été aiguillé à beaucoup plus observer et à réduire du coup l'utilisation de produits phytosanitaires. Et aujourd'hui, sur un verger, on peut avoir 2 à 3 traitements maximum pour un cycle complet. Intéressant comme initiative. Moi, in fine, je vois aussi quand même les œufs, je vois aussi le foie gras ou l'oie comme bénéfice à ajouter au total. Alors, on va faire cet après-midi toute une série de témoignages. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Vous aurez l'occasion aussi de poser des questions. Et j'appelle Isabelle Cadiou, ingénieure du réseau Défi Ferme pour le réseau horticulture et pépiniériste Île-de-France. Et je vous invite à la applaudir puisque elle nous fait le plaisir d'être parmi nous cet après-midi. Je vous donne le micro comme ça ou vous préférez être pupitre, comme vous voulez. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu de façon succincte la démarche que vous avez mise en œuvre pour baisser les IFT en horticulture chez les pépiniéristes d'Île-de-France, puisque c'est l'Île-de-France, votre zone d'action? Donc, Isabelle Cadiou, je suis ingénieure réseau hortipépi sur l'Île-de-France pour la Chambre d'agriculture région Île-de-France. Donc, notre groupe a travaillé sur la protection biologique intégrée par conservation, à la fois à l'extérieur, mais aussi sous abri froid, et c'est là notre gros challenge. Donc on a œuvré dans ce sens-là. Ce sujet est venu à la suite des échanges entre les professionnels, c'est eux qui ont vraiment porté ce sujet-là, parce qu'ils faisaient consensus. Effectivement, notre groupe est composé de 3 métiers différents, à la fois des horticulteurs, des pépiniéristes, et on a même un rosériste fleurs coupées en bio. Donc il fallait un sujet qui puisse intéresser tout le monde. Les pépiniéristes nous avaient un peu ouvert la voie, je dirais, parce que en plein air, ils avaient déjà eu des bons résultats avec cette technique, parce qu'ils étaient accompagnés par ma collègue qui est Isabelle Vandernoot, qui est leur conseillère en pépinière, et qui avait eu des résultats satisfaisants dans ce domaine. Malgré tout, il restait encore quelques écueils à soulever, à lever. Et puis par contre, en horticulture, du coup, sous abri froid, c'était quand même difficile, parce que au printemps, les jeunes plantes sont très attractives pour les pucerons, par exemple, qui vont se développer très vite sur les cultures, dès que les premiers rayons du soleil. Donc on se demandait bien comment on allait pouvoir faire. Donc il y avait quand même beaucoup de questions sur ce sujet-là. Les producteurs étaient un peu inquiets aussi, parce qu'évidemment, ça peut mettre en péril la culture. Donc comment faire pour qu'on ait des auxiliaires qui rentrent dans les abris? Quel type d'auxiliaires? Est-ce qu'ils vont être assez nombreux pour gérer, par exemple, la population de pucerons? Beaucoup de questions. Avoir des bandes fleuries, oui, mais alors lesquelles, sans venir apporter plus de ravageurs que d'auxiliaires. Donc on s'est bien rendu compte qu'on avait quand même quelques sujets, des questions précises. Donc l'expérimentation avec Astrader avait montré qu'il y avait quelque chose de possible, mais de là à le faire passer en entreprise, il y avait encore un cap à franchir pour rassurer le producteur. Donc c'est là où on a été obligé de se poser pas mal de questions, et du coup on s'est vite rendu compte qu'il y avait 2 écueils important. C'était d'une part qu'il fallait ouvrir notre réflexion à l'ensemble de l'entreprise et pas seulement raisonner à l'abri ou aux ravageurs ou à la culture. Donc ça demandait de la part du producteur d'avoir une reconception de son système de culture. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'on manquait de connaissances pour la reconnaissance des auxiliaires aux différents stades, ce dont ils avaient besoin. Donc il fallait qu'on monte aussi en compétences et en connaissances.
Donc, on s'est vite rendu compte qu'on avait besoin d'un expert dans le domaine. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Johanna Villeneuve-Chassé, qui nous a accompagnés pendant plusieurs années, parce qu'il faut plusieurs années pour réussir. Alors, Isabelle, je vous invite à vous asseoir, puisqu'on aura l'occasion d'échanger avec le public. Et on appelle justement Johanna Villeneuve-Chassé pour nous rejoindre. Merci beaucoup. Johanna, vous faites un métier qui est passionnant, qui est entomologiste au sein donc de votre entreprise qui s'appelle Flore Insectes. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, on va énerver un peu les gens de la grande culture, mais quand on a travaillé un peu la question, vous avez fait beaucoup d'inventaires et vous dites les inventaires dans les cultures horticoles et pépiniéristes en matière de faune, c'est quand même bien plus complexe que ce qu'on a en grande culture. Alors, effectivement, moi, je fais des inventaires des auxiliaires sur tout type de culture, parce que je travaille dans différents domaines agricoles. Et c'est vrai qu'en pépinière et horticulture, on se trouve avec beaucoup d'espèces végétales différentes, avec des problématiques différentes. Et donc, en fonction de ces problématiques, les auxiliaires peuvent changer, peuvent être donc différents. Et donc, dans le cadre justement de l'étude, ou en tout cas du projet avec la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, il fallait, donc on travaillait avec des horticulteurs et des pépiniéristes. Donc moi, je faisais un diagnostic, un état des lieux de l'entomofaune auxiliaire et aussi donc des problématiques. Et donc par exemple, la première année, donc j'ai fait des relevés chez différents horticulteurs et pépiniéristes, et j'ai pu relever plus ou moins de la biodiversité intéressante. Et après, on a travaillé ensemble pour ensuite réaliser des aménagements qui soient favorables pour les auxiliaires. Et donc toujours en fonction des problématiques, puisqu'on ne va pas faire n'importe quel aménagement. Donc on ne va pas mettre n'importe quelle plante. Par contre, on va artificialiser, puisqu'on va apporter des plantes qui soient riches en pollen ou nectar, qui puissent favoriser au maximum les auxiliaires, donc, et puis utiliser d'insecticides, ou en tout cas les diminuer. Mais c'est un travail avec les horticulteurs et les pépiniéristes. Donc, ils travaillent eux-mêmes à partir d'une formation au départ, à reconnaître les auxiliaires, mais aussi à essayer de travailler sur les aménagements. Donc, par exemple, avec ceux que j'ai suivis l'année dernière, en 2018 plutôt, donc, en 2018, on a pu voir qu'en 2019, déjà, la biodiversité augmente. Il y a beaucoup plus d'auxiliaires. Et donc, on va voir au fur et à mesure des années, enfin, en tout cas, j'espère, pour voir si cette biodiversité qui augmente grâce aux aménagements et aux efforts des horticulteurs et aux pépiniéristes, si, du coup, on va pouvoir réduire, voire arrêter les insecticides ou les pesticides en général. Johanna, merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre Isabelle et on va accueillir le troisième acteur de cette aventure, Christophe Jarry. Voilà, Christophe. Vous êtes président du Cercle des horticulteurs d'Île-de-France. Bon, vous, en tant qu'entrepreneur, horticulteur, qu'est-ce que vous retirez comme bénéfice, tout bénéfice confondu? Tout à fait. Donc vous avez bien compris que j'étais globalement la victime de ces deux femmes. Donc depuis le début. Donc en fait, nous, on est arrivés vraiment dans des défis vraiment un petit peu à la pointe des pieds. Et je dirais qu'aujourd'hui, on n'imaginait pas en arriver dans les bénéfices ou dans la réflexion que l'on peut avoir à ce jour, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, ça a dépassé bien plus qu'on imaginait initialement. Donc je dirais qu'au niveau professionnel, on est chef d'entreprise, et c'est vrai qu'on souffre en tant que chef d'entreprise de ce que j'appellerais l'isolement. Et globalement, grâce à ce travail-là, en fait, on se retrouve beaucoup moins isolé parce qu'on est avec ses confrères, ses collègues, et enfin, on peut partager, discuter en retirant, je dirais, le contexte de concurrence. Je suis horticulteur en région parisienne, j'ai plusieurs établissements horticoles, donc effectivement, la concurrence, on la connaît, et subitement, on a mis la concurrence de côté en se disant, on a vraiment une problématique à partager, une problématique à échanger, et ça a été un gros groupe d'échanges qui nous a vraiment poussé vers le haut. Donc ça, c'était quand même une découverte, ce lieu d'échange, de partage et de rencontres. Des rencontres au cours de voyages. Donc ça, c'était très intéressant. Après, c'est aussi des bénéfices au niveau du personnel, avec un nouveau discours, un nouveau langage qu'on peut amener à nos équipes, à nos entreprises, en disant on va faire les choses autrement, on va les faire différemment. Donc ça demande d'avoir du personnel formé, ce que fait Johanna, ce que fait Isabelle aussi. Donc on envoie notre personnel. Donc on augmente aussi la qualité individuelle des individus, ce qui fait que les gens se sentent impliqués dans l'entreprise d'une façon totalement différente. Donc en fait, on crée un nouveau moteur.
Et pour nous, il y a des moments où on peut créer des moteurs financiers, mais là, on a un moteur qui est complètement différent et on agit différemment auprès de nos équipes. Donc apprendre, connaître et reconnaître, c'est vraiment une base et ce qui s'est fait dans ce groupe de travail. Bien évidemment, on cherche à diminuer l'impact que l'on peut avoir sur nos cultures. Et puis après, on a de la vente. Moi, je fais essentiellement de la vente au détail, de la vente directement au public. Donc subitement, on développe aussi un nouveau langage auprès de notre public, auprès de notre client. Et quelque part, on peut avoir un discours qui peut être différent. Et là, par contre, qui peut vraiment être différent par rapport à la concurrence qu'on peut avoir à travers la grande distribution ou à travers des pays étrangers qui peuvent arriver avec les produits. Donc, on a un contact différent. Puis subitement, on a aussi un langage différent. Et je dirais, contrairement à ce qu'on a pu imaginer, initialement, on s'est dit peut-être qu'on va avoir une diminution de nos ventes ou que ça va avoir un impact économique et financier sur l'activité de l'entreprise. Au contraire, pas du tout. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que le panier moyen augmente parce qu'on a élargi la gamme que l'on propose à notre clientèle et puis on l'élargit différemment en disant, on produit différemment, on produit beaucoup plus propre en étant respectueux de l'environnement et ça nous permet aussi d'offrir des contenants et d'offrir une gamme de plantes différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le particulier, il ne va pas vous acheter un géranium parce que c'est la belle fleur du géranium. Aujourd'hui, on va chercher une plante qui va vous offrir autre chose que sa floraison. Donc, quand nous, professionnels, avec la Chambre d'agriculture, on commence à dire, on va vous proposer des plantes aromatiques parce que vous allez pouvoir les consommer et vous allez aussi pouvoir bénéficier d'une floraison différente, subitement, la plante n'a plus qu'une fonction. Elle a plusieurs fonctions. Et à ce jour, on s'aperçoit que la clientèle un petit peu, je dirais, plus urbaine, est intéressée par ces modifications. Donc, vous voyez, quand je vous dis que Défi nous a amené bien plus loin que ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire que ça a un véritable impact sur notre système de commercialisation et sur le type de plantes qu'on peut commercialiser. Voilà. Merci beaucoup Christophe, je vous invite à vous asseoir et on vous applaudit pour cette success story. Alors, on va pouvoir échanger avec elle, avec lui, mais on va tout d'abord regarder une vidéo pour compléter le propos. On va s'intéresser à un projet 100% biodiversité et chez des producteurs images. Je m'appelle Jérôme Lambion, je suis ingénieur d'expérimentation au GRAB qui est basé à Avignon et je suis l'animateur du projet Défi XP Cosinus. C'est un projet qui consiste à s'intéresser aux leviers agroécologiques de gestion des ravageurs. Les ravageurs sont les principaux générateurs de traitement et donc d'IFT dans nos systèmes maraîchers sous abri du sud de la France. Le choix a été fait dans ce projet de s'appuyer essentiellement sur les leviers agroécologiques, c'est-à-dire comment les auxiliaires naturels peuvent réguler les ravageurs. Cosinus s'appuie sur 3 sites expérimentaux qui sont complémentaires. Ils ont des points communs, c'est-à-dire qu'ils travaillent tous sur des systèmes en sol sous abri froid. Il y a un site basé sur Lyon, les 2 autres sites sont basés dans la basse vallée du Rhône. Et ils sont aussi complémentaires dans la mesure où sur 3 sites, 2 sont chez des producteurs, donc c'est-à-dire qu'on va avoir des niveaux de rupture et de prise de risque un peu différentes de ce qui va se passer sur le 3e site, qui est sur le site de la Séraille, qui là est un site expérimental sur une station expérimentale. Et là, l'ambition, c'est de descendre à un IFT 0, ce qu'on ne peut pas faire chez les producteurs. L'autre complémentarité, c'est le fait qu'on travaille dans 2 systèmes différents. Un essai ici sur une parcelle en maraîchage biologique. Donc là, l'enjeu, c'est moins réduire les IFT que réduire les coûts d'intrants et assurer les performances du système, sans rajouter trop de main-d'œuvre notamment. Alors que dans les systèmes conventionnels, l'enjeu, c'est vraiment de réduire les IFT. Notre ambition, c'est 100% de réduction sur la station expérimentale et 75% chez le producteur. Donc, certains des leviers sont mis en place de façon durable sur l'exploitation. On va travailler avec des espèces vivaces dont l'espérance de vie est de plusieurs années. L'enjeu pour nous, c'est d'établir un équilibre sur le long terme en fournissant de la nourriture et de l'habitat dans la durée pour les auxiliaires. Donc on a des dispositifs qui restent en place plusieurs années et on a aussi des aménagements, des stratégies qui sont plus annuelles, c'est-à-dire qu'on s'adapte à la culture. On va mettre en place des plans de relais spécifiques, notamment des éleusis ou de l'orge pour protéger notamment des cultures qui craignent le puceron. On va favoriser plutôt le souci quand il s'agit de solanacées qui craignent tuta ou les acariens. Dans cette culture d'épinards, on a semé de l'orge, du seigle et de la févrole. L'enjeu, c'est qu'elles servent de plante relais, qu'elles puissent attirer des pucerons spécifiques pendant l'hiver et que ces pucerons spécifiques attirent des auxiliaires qui puissent jouer un rôle sur la culture d'hiver, mais possiblement aussi sur la culture de printemps qui va suivre.
Cosinus, c'est aussi un moyen de multiplier l'intérêt des producteurs en leur montrant que c'est faisable, que certains producteurs accueillent les essais et sont satisfaits des résultats. C'est aussi tout l'intérêt d'être en lien fort avec les défis fermes, c'est que ces défis fermes nous servent après de poulie de transmission des infos pour que justement les pratiques se diffusent largement. Dans Cosinus, on travaille sur des leviers d'aménagement agroécologique. On travaille aussi sur des règles de décision, mais tout ça se fait sur le terrain chez un producteur. Donc ce producteur est évidemment partie prenante dans les décisions qui sont prises. Nous passons toutes les semaines faire des suivis dans les cultures, dans les aménagements, parce que c'est important qu'ils comprennent comment ça se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Mais donc la stratégie de protection des cultures se construit évidemment avec le producteur. On est chez lui, on ne peut pas lui imposer des choix. Donc y compris dans les choix des aménagements qu'on met en place, tout ça c'est discuté avec lui parce qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes. L'essentiel des aménagements sont faits par les producteurs. Je m'appelle Frédéric Bon, je suis agriculteur à la cour de Château-Renard. Mon exploitation comprend 12 000 m² de tunnels plastiques où je réalise des cultures d'été et d'hiver, 2 hectares de plein champ et 8 000 m² de kaki-pommes. Si j'ai choisi de rejoindre le projet Cosinus à la demande de Jérôme Lambion, c'est que je voulais me rendre utile. Je vois que les agriculteurs ont des difficultés à sauter le pas pour aller vers l'agriculture biologique. Et donc je voulais qu'on puisse contribuer à l'établissement d'un modèle qui puisse être appliqué de manière assez élargie. Et donc c'était ma première motivation. Et puis aussi sortir de l'isolement, parce que quand on est agriculteur, on prend racine souvent et donc on a du mal à sortir de l'exploitation, et je pense que ça me permet de rester en lien avec des personnes qui peuvent m'apporter et peut-être que je peux apporter aussi à d'autres. Voilà. Après la première année d'expérimentation, ce que je peux dire, c'est que les ravageurs des cultures ont été bien contrôlés. Je n'ai pas constaté d'épidémie et je pense que tout ça a été contrôlé grâce aux prédateurs qui ont été mis en place ou ceux qui ont été favorisés par la biodiversité fonctionnelle mise en place par le GRAB. Alors moi personnellement, je n'ai pas été impacté par ces actions. Tout a été pris en charge par le GRAB, par Jérôme, par les stagiaires. Et je dois avouer que j'ai eu une culture qui a été saine jusqu'au bout de la campagne. Là actuellement nous avons des épinards. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a au contraire une belle vie avec des araignées, avec des forficules. Alors les forficules ont été amenés par le GRAB et prélevés dans le milieu extérieur. Et donc je dirais que c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on peut trouver dans un contexte proche des prédateurs qui vont nous aider à lutter contre les parasites à l'intérieur de nos serres. Donc c'est quand même une bonne source d'espoir. En conclusion, au bout d'un an d'expérience, ce que l'on peut dire, c'est que les cultures sont saines. Moi, je n'ai pas perdu de temps avec ce projet. Il y a quelques interrogations qui se posent. Par exemple, j'ai quelques attaques de chenilles dans ma culture d'hiver que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Ces insectes ont été abrités, hébergés par les plantes de la biodiversité que nous avons placées à l'intérieur de la serre. À voir, à étudier. Nous avons diminué les intrants et ça c'est quand même important. Donc je dirais que le bilan est positif pour moi. Très intéressant. Maintenant, c'est à vous de poser des questions. Vous avez des questions, des témoignages, des points à préciser. Allez-y, on est prêt à vous donner la parole. Qui pose la première question? Comme tout à l'heure. Pas de questions. Alors, je pose la première et vous enchaînez après. Ça a l'air une success story, votre affaire, là. Tout. Ah, il y a une question. Monsieur, merci. Bonjour, Oscar Stapel, Astredor.
J'ai une question par rapport à la communication dans le groupement de producteurs, avec le conseiller, avec la société. Comment vous communiquez par rapport aux insectes identifiés dans la culture? Comment vous en discutez? Parce que j'imagine que vous venez pas toujours dans une entreprise où il n'y a pas toujours des réunions. Johanna, vous avez un micro devant vous. Vous en avez un chacun, ou chacune. Donc là, ça marche, oui. Oui, en fait, je viens régulièrement et donc j'observe et puis je leur montre. Et ils regardent au fur et à mesure, ils commencent à observer, à reconnaître. Mais je leur montre ce qu'il y a, ce qu'ils peuvent faire, etc. Au tout début, oui, je les suis. Je les conseille au départ, mais tout en les formant. Et c'est pour ça, moi, j'ai des horticulteurs qui, là, on voyait là, dans le film, où là, c'était le grabe qui, du coup, prélevait les forficules à l'extérieur et qui les mettait dans les tunnels. Moi, j'ai une horticultrice, par exemple, elle sait reconnaître vraiment les auxiliaires. Elle a fait les aménagements en fonction de ce qui a été préconisé au départ, donc dans les formations. Et elle les récolte dans les aménagements qui sont dans les bordures des serres, et puis elle les met directement dans les serres. Donc ils deviennent autonomes. Au fur et à mesure, ils deviennent complètement autonomes par rapport à ça. Intéressant. Une autre question ? Juste peut-être pour compléter, il y a aussi quand même différentes réunions qui sont organisées au cours de l'année pour échanger. Johanna fait des restitutions aussi des observations qu'elle a fait au global, donc ça permet aux uns et aux autres d'augmenter en compétences, plus les formations qui ont été faites aussi. Donc l'idée c'est ça, c'est que tout le monde puisse augmenter ses connaissances et ses compétences pour être le plus autonome possible. Et puis, moi, je passe aussi pas mal dans les entreprises, donc je fais aussi un relais au sein de ce groupe-là, mais aussi au sein des autres horticulteurs qui sont dans la région et qui ne font pas partie du groupe. Donc, les 10 entreprises ont vraiment un rôle d'entreprise pilote et d'intermédiaire entre ce qui a été fait en expérimentation et ceux qui sont encore plus chimiques, je dirais, et eux développent des nouvelles techniques. Et donc moi, après, je fais le transfert dans les autres entreprises qui ne sont pas du groupe Défi. Et puis, on a un autre petit réseau social aussi qui... oui, voilà, je vous laisse en parler. Et puis, en fait, on a aussi un système qui est un petit réseau social qui s'appelle Landfile, qui nous permet de tous communiquer ensemble. C'est-à-dire que si on a une problématique, on prend une photo. Par exemple, Johanna a fini par regarder son portable dans la journée et donc elle arrive à nous répondre très rapidement en disant voilà, c'est ce type d'auxiliaire et puis ou ce type de parasite. Et en fait, il y a tout un réseau qui discute ensemble et c'est vrai que c'est très vivant. C'est hyper réactif. Il n'y a pas pire que d'avoir une réponse 15 jours après. Pour nous, professionnels, c'est trop tard. Lorsqu'on a une problématique, il nous faut une réponse assez rapide. Et il est vrai que déjà, on s'entend bien, y compris les 10 entreprises, donc ça fonctionne bien. Je vous ai dit, imaginez, nous, entreprises, on a mis de côté le côté concurrence, alors qu'on est sur des mêmes marchés. Donc on est vraiment sur une problématique, on a tous le même problème. Donc c'est vrai que la communication avec Landfile et d'autres systèmes fonctionne parfaitement bien. Voilà. Johanna, vous faites un métier rare, vous êtes très demandée. Alors, il y a Jérôme Lambion, là, qu'on a vu, qui fait ce même métier, donc au Grappe d'Avignon. Donc, après, on va dire, c'est plus dans le domaine de la recherche. Moi, ce qui est peut-être différent, c'est que je travaille directement avec les agriculteurs. C'est une demande d'agriculteurs, ils viennent me voir et on travaille ensemble pour qu'ils puissent faire les aménagements et directement. Et donc après, j'ai même des agriculteurs qui font eux-mêmes les suivis. Et j'ai encore... alors, j'ai pas toujours Landfile, c'est WhatsApp. Et ils m'envoient des photos, c'est quoi, Johanna, et tout. Mais voilà, donc je suis toujours en lien avec mes agriculteurs. Mais voilà, c'est ça qui est surtout peut-être un métier un peu différent. C'est que voilà, c'est des applications directement sur le terrain. Donc je vois les retours, les difficultés que peuvent avoir les agriculteurs sur tel type d'aménagement à apporter. Donc après, voilà, c'est ce côté terrain avec les agriculteurs qui peut être un peu différent. Voilà. Une question ? Non ? Moi j'ai une question. C'est important de comprendre un peu de recul. Ce dont on parle là aujourd'hui, c'est anecdotique sur le nombre des producteurs que vous connaissez. Alors, ça peut être pour Christophe ou pour Isabelle. Est-ce qu'on est sur le haut du panier ? Est-ce que c'est quelques pourcents ? Disons qu'en Ile-de-France, dans les deux cercles qui rassemblent les horticulteurs et les pépiniéristes, on est
à 40 entreprises, je dirais, en gros. Et là, il y a 10 entreprises qui sont engagées dans cette démarche-là. Donc c'est peu, mais c'est beaucoup en même temps. Et puis d'un autre côté, c'est aussi les moteurs, parce que pour entrer dans le groupe Défi Ferme, c'est une démarche volontaire. Donc c'est ceux qui avaient déjà le souhait d'aller dans ce sens-là, forcément. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est aussi de l'innovation, parce qu'il faut faire la reconception du système de culture, il faut augmenter en connaissances et en compétences, donc ça demande aux professionnels de vraiment se remettre en cause, de remettre en cause aussi son personnel, dans le cas échéant, et puis de savoir observer, de changer ses méthodes, et ça demande du temps aussi pour tout ça. Et ça demande aussi du budget parce que voilà, l'accompagnement, la formation, c'est aussi un budget. Donc c'est aussi ça qui peut freiner dans cette démarche, dans l'évolution de ces démarches-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est aussi une grosse prise de risque de la part du professionnel. Quand on lui dit, en tant que conseiller aussi, c'est une prise de risque de dire laisse les pucerons se développer et tu verras au printemps, les auxiliaires vont venir. Bon, voilà, c'est quand même pas aisé à dire comme conseil. Et surtout que derrière, la production peut être mise en péril. Donc c'est là où il y a besoin d'être rassuré et d'être accompagné par quelqu'un qui est vraiment expert dans le domaine et qui va venir donner les éléments très précis au moment précis où c'est nécessaire. Donc voilà. Bon. Isabelle, Johanna, Christophe, merci beaucoup pour vos interventions. On vous applaudit. Et on va voir 3 autres initiatives. Et j'accueille tout d'abord Alain Ollier, s'il veut bien vous rejoindre. Alain, il est maraîcher bio depuis 2013 à Lapenoux, en Loire-Atlantique, donc pas très très loin d'ici. Et je vais vous donner un micro, Alain. Bonjour, Alain. Bonjour. Alors, je l'ai dit, vous êtes maraîcher. Pourriez-vous nous expliquer comment vous faites pour lutter contre les pucerons sous serre sans recourir aux insecticides aujourd'hui? Racontez-nous. Bonjour, Lapenoux, c'est le lieu-dit, et c'est Petit-Mare, au nord de Nantes. Pour lutter contre les pucerons, j'ai envie de parler juste d'abord de l'implantation, parce que c'est important, on y pense avant de mettre les cultures. Je parlais essentiellement des cultures ratatouille, concombre, tomates, aubergines, poivrons. De toute façon, c'est quand même un souci. On sait qu'on va en avoir. Ils sont déjà là. Et donc, dans la mise en place, c'est l'amendement. Chez moi, l'amendement, c'est du fumier bio. Il est composté depuis 2-3 mois. Bon, moi, je l'incorpore avec une rotobêche. Je trace, c'est le système classique en planche nantaise avec le cultirato. Et je paille avec de la toile tissée. Je me suis interrogé sur les toiles tissées, parce que c'est les toiles tissées qu'on réutilise tous les ans, donc il y a forcément de toute façon aussi la présence de pucerons. Je pense que même j'en ai toute l'année. Ça, c'est... Après, bon, il y a l'implantation des cultures, on l'a fait courant avril, semaine 14, 15, 16, 17. Et là, un petit peu la décision que j'ai prise pour 2020, c'est de mettre les auxiliaires dès le début de la plantation. On est, pour situer, on est début avril, selon le temps, parce que les auxiliaires se développent aussi avec la chaleur. Il y a souvent un décalage entre le puceron et puis, disons, l'efficacité des auxiliaires, quoi. Mais ce que j'ai constaté avec les années, c'est qu'au bout d'un certain nombre de semaines, il y a une régulation qui se produit. Et effectivement, comme disait la spécialiste, ça passe aussi beaucoup par la confiance en soi. Parce qu'on voit bien le décalage. Dans le cas du concombre, toutes les têtes sont attaquées, peut-être pas tous les plants. Moi, je plante une serre, environ 200 pieds de concombre greffés. Et on voit bien la prolifération du puceron. Et à un moment, oui, à partir de mi-mai, ça se stabilise. Et puis, je dirais même, ça régresse. Et puis après, je m'en occupe moins, quoi. Voilà, donc c'est... J'ai envie de dire, c'est des serres à pas trop visiter au mois d'avril, parce qu'on se fait des peurs. Ça, c'est courant. Ça m'est arrivé même il y a certaines années d'arracher les pieds de concombre au mois de juillet, voire début août, parce que de toute façon, ils étaient fanés, il n'y avait plus rien. Voilà, donc dans le cas des aubergines, c'est un peu le même système. Ils sont là. Je dirais que l'implantation de la fumure au départ est très très importante. Un excès d'azote, de toute façon, va fragiliser la plante. Et là, oui, on aura des soucis. Donc ça passe par déjà la bonne maîtrise de l'amendement au départ, quoi. Après, j'ai différents leviers. Je peux jouer sur l'arrosage. Dans le cas des aubergines, des tomates, des poivrons, c'est un arrosage au goutte à goutte. Mais je bénéficie également de l'aspersion, quoi.
Donc pour les concombres, je fais une aspersion des fois journalière. Tout dépend, il faut vraiment être dans le ressenti. Tout dépend aussi du climat extérieur, quoi. Selon qu'il fait chaud, très chaud. Mais bon, un petit bassinage journalier, ça fait pas de mal. Ça contrarie de toute façon les insectes. Puis après, l'autre levier aussi, notamment dans le cas des concombres, et je le fais sur les aubergines également, les poivrons, c'est la lutte contre les fourmis. Parce que les fourmis, c'est aussi un souci. Bon, ça permet elles excitent le puceron. Je ne sais pas si elles les transportent. Bon, on a tous lu Les fourmis de Werber. On a affaire à du lourd, là. Donc, c'est vrai que je les prends très, très au sérieux. En général, de toute façon, les pucerons, on a affaire à... Je ne sais pas s'ils ont beaucoup de neurones, mais en tout cas, ils sont très actifs. Et puis, les premières générations d'ailés, ça fait du boulot, ça se déplace. Bon, je participe également à un effeuillage, si vraiment les plantes sont trop atteintes. Mais bon, les années passant, je me dis, de toute façon, ça se régule, quoi. Bon, il m'est arrivé aussi, certaines années, de perdre, dans le cas des poivrons, une floraison totale. Toute la première floraison est partie du fait des pucerons. Donc ça vous décale. Au lieu de ramasser du poivron à la mi-juin, les poivrons verts, ça m'a rapporté à mi-juillet, quoi, fin juillet, quoi. Donc c'est vraiment un souci, je le prends très très au sérieux. Et puis j'essaye de faire ce qu'il faut. Je disais bassinage, une bonne fertilisation au départ. Bon, je lutte également contre les herbes. Bon, le paillage, les toiles tissées permettent de ne pas avoir trop d'herbes. Donc on essaye de tenir les tunnels propres. Voilà, quoi, Bon, merci beaucoup Alain. Je vous invite à vous asseoir. Merci. Allez-y. Et on accueille Benoît Marinet, qui est horticulteur à Saint-Laurent-Bretagne. Pas Saint-Laurent-de-Bretagne, puisque Saint-Laurent-Bretagne, c'est pas du tout en Bretagne. Et vous allez nous dire où c'est, Benoît? Oui. C'est où? On m'entend? Ah oui, je pense qu'on... Très bien. Saint-Laurent-Bretagne, c'est dans le sud-ouest, à côté de Pau. Voilà, Pyrénées-Atlantiques. Alors, vous avez tous entendu de Pau ces 2 derniers jours et la visite du président Macron. Voilà, ça permet d'introduire. Et vous êtes là. Et moi, je suis là. Bon, alors vous développez la lutte intégrée justement comme alternative aux pesticides, notamment sur les chrysanthèmes, mais pas seulement. Expliquez-nous. Alors, effectivement, producteur horticole en Pyrénées-Atlantiques, sur 2 hectares de production, géranium, plantes massives, plants potagers au printemps, et chrysanthème pour la Toussaint sur la 2e partie de l'année. Et c'est sur cette culture qu'on a développé la PBI depuis 5 ans maintenant, parce que c'est une culture pour nous qui est longue, plus compliquée sur le printemps où on a des cycles beaucoup plus courts. Voilà. Donc sur le chrysanthème, on a développé ça. J'étais plutôt un peu réticent au départ parce que voilà, j'ai bien travaillé par habitude et reproduire des systèmes qui fonctionnent. Mais devant les difficultés, le nombre de produits homologués qui diminue tous les ans, leur efficacité qui elle aussi diminue, il fallait trouver des solutions alternatives. Et puis aussi par rapport à une philosophie qui au fur et à mesure se développe et se dire que notre planète a besoin qu'on pense un peu à elle. Donc voilà, il faut essayer de trouver des méthodes alternatives. Donc la PBI chez nous, c'est quoi? C'est essentiellement des lâchers d'auxiliaires pour lutter contre les ravageurs que sont les trips, pucerons, essentiellement sur nos cultures. Et puis également les chenilles qui sont notre ravageur important, sur lequel là on lutte avec des pulvérisations de bacillus, des BT. Voilà. Donc c'est une démarche complètement différente, avec dans un premier temps beaucoup de prophylaxie, parce que ça passe aussi par là. Si on a un établissement propre, si on fait les choses comme il faut, on est un petit peu moins embêté. Et puis ça passe aussi par nos équipes. Nos équipes, c'est donc de la formation. Ça a été dit précédemment aussi par les autres intervenants. Reconnaissance des ravageurs, reconnaissance des auxiliaires et savoir comment cela fonctionne. Donc on a mis ça en place avec le GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest qui est basé à Bordeaux et Astrodor Sud-Ouest. Petit à petit, avec 200 mètres carrés la première année. Et aujourd'hui, nous avons un tiers de la production de chrysanthèmes qui est traitée en PBI, le reste restant en conventionnel. Pourquoi? Pour arriver à maîtriser, parce que partir de rien à tout en une seule fois, ça peut être compliqué. Et puis après, par rapport au coût, tout simplement. Juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a 6000 m² aujourd'hui qui sont cultivés comme ça. Si on prend les 6000 m², réaliser un traitement chimique, c'est 1 heure de travail, une personne. Et c'est entre 30 et 40 euros de produits phyto, voilà, selon les produits. Ces mêmes 6000 m² en PBI, pour faire les lâchers,
c'est 4 heures de travail à 2 personnes, ou 2 heures à 4, vous le tournez comme vous voulez, mais ça fait 8 heures. Et puis, les auxiliaires, c'est à peu près entre 4 et 500 euros pour les 6 000 m² en une seule fois. Sachant que sur une culture de chrysanthème, on est entre 8 et 10 lâchés à peu près, ou 8 à 10 traitements. Voilà. Donc c'est coûteux, c'est un petit peu le frein, c'est pour ça aussi qu'on ne le fait pas sur tout. Sur des chrysanthèmes à haute valeur ajoutée, on y arrive. Sur des chrysanthèmes plus classiques, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça aussi qu'on y va doucement. Mais les résultats techniques sont là, ça fonctionne bien, on est content. D'ailleurs, on a effectivement augmenté un petit peu tous les ans les surfaces, encore en 2019. Reste maintenant effectivement à communiquer auprès du consommateur aussi. Parce que peut-être qu'il faudra l'habituer. Alors nous, on n'est pas en vente directe, au contraire de ce que disait Christophe tout à l'heure. On vend avec la grande distribution, les magasins spécialisés. Et eux, ils tolèrent difficilement qu'on livre un géranium ou un chrysanthème avec quelques chenilles ou quelques pucerons. Mais ils sont dans la nature, donc il va falloir peut-être aussi qu'on change de point de vue et qu'on fasse de la formation. Et puis aussi, le coût, il ne faut pas que ce soit le seul producteur qui le prenne en charge. Et aujourd'hui, on a du mal à répercuter ça sur nos prix, malgré une certification plante bleue depuis 2013, malgré l'adhésion à la charte Fleurs de France. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de communication et on est ici entre professionnels. Je crois qu'il faut qu'on étende ça aussi quelque part auprès du grand public. Merci. Merci Benoît. Et il n'y a pas de chrysanthème zéro pesticide à la Toussaint encore? Pas encore. Pas encore. Bon. Troisième intervenant, Mathieu Couly, s'il veut bien nous rejoindre, chercheur en écologie au CIRAD. Bonjour Mathieu, je vais vous donner un micro. Ou comme vous voulez, si vous voulez au pupitre ou avec un micro à main. Donc, je l'ai dit, vous êtes chercheur en écologie du sol. Ce qui est important, c'est du sol. Vous allez nous parler un peu des systèmes de production de la banane dans ce cas-là, et notamment de bio-intensif et de biodiversifié. De quoi s'agit-il ? Alors, bonjour à tous. Je travaille au CIRAD, comme vous l'avez dit, sur le projet Banabio. L'objectif du projet Banabio, c'est d'établir un référentiel de la culture de bananes bio aux Antilles. Voilà. Alors, du coup, le cultiver bio, l'agriculture biologique, c'est un cahier des charges, c'est-à-dire ne pas utiliser d'engrais et de produits phytosanitaires de synthèse. Mais ça ne définit pas un système de culture. Il y a différentes manières de cultiver du bio. On peut faire des cultures assez intensives sous abri, par exemple, ou cultiver sur une butte de culture en permaculture. Tout ça pour dire qu'il y a différents profils d'agriculteurs qui peuvent faire du bio. Et lorsqu'on va travailler sur un système défini, ça ne va pas correspondre à tous les profils. C'est pour cette raison que nous, on a voulu travailler sur de la banane bio et définir 2 systèmes de banane bio qui sont très contrastés et qui vont pouvoir correspondre au profil de différents agriculteurs en Martinique. Alors, avant de vous présenter un peu plus ces systèmes dont vous avez parlé, qui sont les systèmes bio-intensifs et biodiversifiés, je vais juste préciser que ces systèmes, ils ont été définis, notamment le système biodiversifié, lors d'ateliers de co-conception. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis autour de la table un grand nombre d'agriculteurs et de professionnels du monde de l'agriculture, enfin de la banane en Martinique, pour concevoir ces systèmes pour qu'ils soient vraiment, on va dire, acceptés par tout le monde. Ça s'est présenté sous la forme d'ateliers de co-conception. Vous voyez l'illustration. Donc voilà. Alors je vais vous présenter le système tout d'abord bio-intensif. Alors le système bio-intensif, qu'est-ce que c'est ? C'est un système bio donc, qui répond au cahier des charges de l'agriculture biologique, mais qui est dans la même philosophie, on va dire, qu'une banane cultivée de manière conventionnelle classiquement en Martinique. C'est-à-dire qu'on reste dans un contexte de monoculture de bananes avec les mêmes densités, mais on va chercher à remplacer les produits qui sont homologués en conventionnel par des produits homologués en bio. L'objectif est de perturber un minimum les itinéraires techniques de cette culture pour qu'un maximum de personnes qui souhaitent franchir le pas puissent cultiver en bio sans avoir à modifier de manière radicale leur système de production. Donc dans ces systèmes-là, on va bien sûr employer des innovations agroécologiques qui ont été développées par le CIRAD et qui sont aussi utilisées en agriculture conventionnelle. Je pense par exemple à l'utilisation de la jachère. Donc en milieu tropical, comme la condition de culture est favorable toute l'année, la jachère n'était pas forcément pratiquée avant. Mais ça permet de faire un vide sanitaire et de pouvoir se débarrasser, on va dire, notamment des ravageurs telluriques de la banane. Et cette jachère, lorsqu'elle est appliquée avec la plantation de matériel sain, donc de bananiers exempts de ravageurs, elle permet de supprimer un grand nombre de produits, notamment insecticides.
Donc il y a ça. Il y a également l'utilisation de plantes de couverture, mais aussi des pièges à phéromones pour attraper les charançons du bananier, et un effeuillage sanitaire des feuilles pour lutter contre la cercosporiose noire. Laurent nous en a parlé, c'est un des principaux ravageurs de la banane en ce moment, enfin bioagresseurs de la banane en ce moment aux Antilles. Donc voilà pour les systèmes bio-intensifs. Ensuite, on a travaillé sur un système plus en rupture, c'est le système biodiversifié. Ce système-là, on n'est plus dans un cadre de monoculture de bananes, on va associer différentes cultures qui sont destinées à être récoltées et commercialisées. Dans notre cas, c'est la culture associée à la banane, c'est le cacao. Donc on a abaissé la densité de bananiers de 1/3. Donc on n'est plus à 1800 pieds hectares, on est à 1200 pieds hectares. Et on a 600 cacaoyers, qui sont des arbres, à l'hectare. Couplé à ça, on a introduit de la biodiversité, notamment des arbres, des essences ligneuses qui ne sont pas destinées à être récoltées, et aussi des essences arbustives, dans l'objectif d'occuper toutes les strates de végétation. Voilà, donc l'idée d'introduire cette biodiversité, c'est que ça apporte des services à la parcelle, notamment pour les arbres, c'est de pouvoir servir d'habitat pour les auxiliaires et ainsi maximiser la lutte biologique par conservation. La lutte biologique par conservation, ce n'est pas l'introduction de ravageurs à l'extérieur des parcelles, ça peut aussi être promu à l'intérieur même de la parcelle. Le fait d'introduire des arbres aussi, ça peut servir de barrière à la dispersion des spores de cercosporiose. C'est un champignon qui se disperse par les spores, et quand on a des écrans, les arbres peuvent former des écrans et limiter la dispersion des spores. Et enfin, les arbres apportent une source de matière organique qui est très importante pour la fertilité. Voilà en gros ces deux systèmes. Sur ces deux systèmes, ils sont comparés à un système en conventionnel sur un dispositif expérimental qui est mené sur une station du CIRAD en Martinique. Et on va comparer, alors on a entre 2 et 6 chercheurs selon les périodes, à travailler sur ce projet, et on va s'intéresser aux performances agronomiques, économiques, et on a aussi quelques évaluateurs sociaux qui vont être analysés. Voilà, je pense que... Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup Mathieu, venez vous asseoir, on va vous applaudir. Merci. Des questions? Oui. Alors, 2 questions, on va préparer les micros et on va vous les donner. Si vous voulez bien relever le bras, les 2 personnes. Voilà. 3. Ah, il y a... Bonjour, Anna Cohen-Nabero de l'OFB. C'est une question qui s'adresse un petit peu à toutes les personnes qui ont témoigné, qui nous ont fait des présentations. Par rapport à la prise de risque, est-ce qu'il y a des cas de personnes qui ont été confrontées à des années où ils n'ont pas réussi à dégager un revenu suffisant, et comment est-ce que ça a pu être réglé par des systèmes d'assurance ou autres, ou la solidarité? Voilà, une question un petit peu sur comment gérer une prise de risque dans un nouveau système de culture avec des nouvelles pratiques. L'année où ça ne marche pas, qui paie? Oui. Donc dans mon cas présent, moi je commercialise en AMAP, 80% à peu près du CA, 20% sur le marché local. Pour reparler du concombre, je plante assez rapidement, dès début mai, du concombre à l'extérieur. Donc, ce qui permet de pallier, si jamais j'ai un souci avec le concombre de tunnel, j'ai la suite qui de toute façon va donner à l'extérieur et qui sera moins touchée, moins impactée par la présence notamment du puceron, quoi. Voilà, c'est un peu une alternative, quoi. De toute façon, je sais que je vais avoir du puceron, oui, et puis du concombre. Voilà. Après, les quantités, bon, on arrive à peu près toujours à se débrouiller. Ça peut être une diversification envisagée. Monsieur? Oui, alors personnellement, moi, j'ai jamais eu de soucis de non-culture ou de problèmes techniques à ce point. Mais effectivement, c'est un risque qui est à prendre, et c'est pour ça qu'on est très vigilant et que la formation des équipes est très, très importante. Et voilà, et pour rebondir sur ce qui avait été dit, c'est que c'est aussi très valorisant. Parce que, vous savez, rempoter des chrysanthèmes, c'est pas forcément très sexy, mais par contre, dès que vous commencez à comprendre comment fonctionne notre faune, et puis voilà, puis je reçois régulièrement de mes équipes, même sur une petite structure, des SMS avec des photos, c'est quoi, on a vu ça, donc c'est très valorisant pour nos équipes, et on en a besoin dans nos métiers où on peut mal valoriser le travail qui est fait. Très bien. Une autre question? Oui, monsieur. Bonjour, Tom Ebencuis à Strador. J'avais une question par rapport au maraîchage. Donc d'abord, pour répondre à votre question,
Un puceron n'a pas des milliards de neurones, mais il en a suffisamment pour nous embêter. Et par contre, avec encore plus de neurones et encore plus fourbes, il y a justement les fourmis que vous avez évoquées. C'est une problématique aussi montante, qui n'est pas un ravageur en tant que tel, puisque, ouais, quoique, mais bon, ça ne nous détruit pas une culture. Par contre, ça va justement aider à faire proliférer les pucerons, et ça va aussi virer certains auxiliaires de nos cultures. J'ai pris des vidéos où les fourmis enlèvent carrément les auxiliaires des foyers de pucerons ou arrivent à tuer des larves de chrysopes. Donc on a changé un petit peu de cible, et vous évoquiez justement, donc toujours sur culture de concombre, hein, parce qu'il y a pas mal de ravageurs et de problèmes sur cette culture. Vous aviez évoqué le fait de lutte contre la fourmi, justement, et j'aurais aimé savoir ce que vous faites concrètement et si ça fonctionne, parce que c'est une problématique montante et toute solution est bonne à prendre. Ben, ce que j'ai remarqué, c'est que les bordures de tunnels, moi je travaille essentiellement une partie en tunnel de 6 mètres sur 34 mètres de long. La partie travaillée, elle va très près des arceaux, donc en paillage, j'ai un paillage plastique qui va jusqu'aux cultures, et c'est qu'en dessous, elles se développent, les nids de fourmis sont là, quoi. Donc je suis allé au plus simple, hein, c'est le spinosade. Hein. Le spinosade, je dirais une pulvérisation, 2 pulvérisations au moment de l'implantation, ou avant ou après, permet de... Je pense qu'elles s'en vont ailleurs. Hein. Voilà, elles ont compris. Hein. Je fais le méchant, elles s'en vont, et puis je renouvelle les traitements quand je vois, j'observe. Hein, si elles sont là, je refais un traitement, quoi. Mais ce qui se passe au bout d'un moment, je n'en vois plus, donc, parce que quand je les vois, elles sont sur les plantes, de toute façon, elles sont là, elles excitent vraiment les pucerons, c'est un souci, quoi. Donc ne lutter que contre le puceron, ça serait pas... À mon avis, c'est pas optimum. Il faut vraiment lutter contre la fourmi. Pour moi, c'est un peu un fléau, hein, sur certaines cultures. Voilà, quoi. Très bien, merci. Je vais juste rebondir encore sur les fourmis. Les fourmis n'aiment pas certaines plantes. Donc, par exemple, si vous mettez, alors je ne sais pas si c'est possible, de l'ail, mais il faut attendre quelques temps, par contre. C'est là le problème, c'est le temps. Mais parce qu'une reine des fourmis, elle est là pour quelques années, 3 ans à peu près. Mais il n'y en a pas d'autres qui vont s'installer, et au fur et à mesure, ça va diminuer, mais avec de l'ail. Mais il faut laisser les bulbes d'ail se propager, se multiplier en les cassant et tout, mais en essayant d'en avoir. Et elles n'aiment pas certaines plantes aromatiques aussi. Donc il faut essayer avec ça. Merci, j'enregistre. Hein. Oui. Bon, après, quand je dis je traite vraiment le nid. Hein. Bon, c'est arrivé que je traite partout. Je fais attention parce que on est toujours en conflit quand on traite. Pour moi. Parce que moi, j'ai des serres avec des batraciens à l'intérieur. Je mets du spinosade. Je sais très bien que ça va avoir une influence sur les batraciens. J'aime bien entendre le chant des grenouilles. Donc, de toute façon, voilà, c'est ça. C'est un choix personnel. Et puis, la dualité est là. Hein. Ça, c'est indéniable. Mais après, la recherche, je suis ouvert. Je suis à l'écoute. Hein. Merci. Bon, n'hésitez pas à envoyer vos photos, vos questions à Joanna. Suivant. Oui, bonjour, Maxime Chevalier, donc Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Premièrement, c'est quoi du coup, vous parliez d'ail, mais il y avait aussi une plante aromatique, du coup la suite m'intéresse aussi, sur les fourmis. Mais bon. Et du coup, pour nos exposants, donc... Ouais, après c'est payant. Du coup, c'était... donc vous êtes intervenu, vous avez beaucoup parlé de la PBI, des auxiliaires, mais c'est un levier qui ne suffit souvent pas seul. Qu'en est-il du biocontrôle, donc au niveau des trois intervenants, du coup, s'il vous plaît? Pour parler des auxiliaires, il m'est arrivé de mettre du savon noir, mais de toute façon, je sais que je ne vais pas les éradiquer. Les pucerons seront toujours là. Mais j'ai envie de dire, ça n'empêche pas de récolter du concombre. Après, moi, je fais de la MAP. Il y a des concombres qu'on peut mettre, même s'ils ne sont pas longs. Moi, je travaille... L'essentiel des variétés, c'est de l'Akito. C'est un concombre qui fait 10 cm. Ce n'est pas le long concombre, j'en mets aussi. Mais ça me laisse une possibilité de commercialiser du concombre qui n'est pas non plus... toujours très, très beau. Et puis... Après, le puceron, c'est pas de l'éradiquer entièrement. J'ai pas cette culture-là. On sait qu'ils seront toujours là, mais c'est simplement de vraiment baisser la pression et de créer un équilibre dans le tunnel,
de façon à ce que la plante puisse toujours se développer. Et puis, je vois dans l'exemple de 2019, j'étais tout à fait satisfait. On a eu des bons rendements. J'arrive à faire monter mon concombre à 2 mètres, à le faire descendre, et certains à les faire remonter, quoi. Voilà, je ne sais pas exactement le nombre de concombres que je tire par pied, mais voilà, dans la mesure où c'est satisfaisant. Le tout, c'est pas... J'ai vu des années aussi où la présence du puceron arrive vraiment à faire... à carrément handicaper la culture. Au bout de, comme je disais, au mois de juillet, vous n'avez plus de concombres. Donc, c'est une question de maîtrise. Hein, voilà. Les AMAP, c'est important comme débouché? Oui. Ben, pour moi, c'est 80%. Oui, 80%. Ouais, d'accord, donc c'est intéressant. Oui, ça représente à peu près 150 familles par semaine, quoi. Il y aura une autre question ici aussi, au premier rang. Juste pour préciser par rapport au produit de biocontrôle, pour revenir à la question, ah oui. Vous avez entièrement raison. Hein. En fait, la PBI aujourd'hui, c'est une lutte raisonnée et c'est la combinaison de différents facteurs. Alors, il y a du piégeage mécanique. Nous avons installé, par exemple, sur nos chariots d'arrosage, des bandes engluées. Et donc, effectivement, les chariots se promènent 2 ou 3 fois dans la journée dans les serres pour piéger. Tout ce qui est piégé par les bandes engluées, ben, c'est plus dans les cultures. Et puis, il y a effectivement tous les produits biostimulants de biocontrôle pour renforcer les systèmes de défense naturelle chez les plantes. Parce que, comme nous, une personne en bonne santé va être moins fragile qu'une personne qui est faible. Donc, plus les plantes sont costauds et plus elles résistent aux attaques de ravageurs. Donc, c'est tous ces petits points combinés qui font qu'on arrive à réussir. Voilà. Alors, je n'utilise pas énormément de produits biocontrôle, mais il y a beaucoup de recherches qui sont faites dessus. J'attends que ça avance un petit peu parce que, voilà, quand on regarde un petit peu les essais qui ont été faits dans les stations, tout n'est pas encore super positif, mais les stations d'expérimentation travaillent énormément là-dessus. Et voilà, on attend que ce soit un peu plus maîtrisé pour le mettre à l'essai de façon plus intensive. Très bien, merci. Une question? Non, pas une question, c'est un petit peu... témoignage. Oui, témoignage à une dame qui a parlé en fait de prise de risque. Et 2017, je me suis engagé en fait sur et la plantation en fait de bracaria assimilée avec du desmo. En fait, c'est une parcelle où je devrais planter de la banane. Et quand on parle de prise de risque, qui paye? Je pense que quand on rentre dans une ferme défi, c'est pour se mettre en question. Et cette année, en fait, le CIRAD et IT2, en fait, ils ont participé en fait à l'amélioration du sol, en fait, la boue et les semences. Effectivement, en fait, en bracaria, j'ai eu une belle plantation de bracaria et quand on l'a fauché, il y avait une belle mulch. Par contre, quand j'ai voulu planter de la banane après, effectivement, ça n'a pas marché parce qu'en fait, quand j'ai détruit le bracaria et que la desmo a repris la place, effectivement, il fallait le rouler. Et tardivement, on n'a pas pu le faire à temps. Et le desmo, il monte en fait quasiment à 1,60 m et qui avait littéralement couvert les bananiers. Quand finalement on l'a roulé, il était trop tard parce que le desmo avait fait du bois, il était boisé. Et quand on l'a roulé, il a disparu, il est mort. Par contre, mes bananiers, en fait, le soleil était tellement, à un moment, il faisait sec, puis c'était l'année où il faisait très, très cher. Naturellement, par année, en fait, quand je plante, 4 mois et demi, 5 mois, en fait, j'ai eu les premières fleurs. Mais je crois que j'ai attendu 7 mois avant la première fleur. Et les régimes, en fait, ils faisaient que 11-12 kilos. Ce qui, normalement, en fait, moi, je le prends. En fait, j'ai des régimes de 30-35 kilos, voire 40 kilos. Alors, ça a été difficile de voir, en fait, c'était pas moi. Parce que moi, je fais, en fait, entre du 54 tonnes l'hectare et avec un régime de 11 kilos, en fait, est-ce qu'on fait du 15 tonnes? Je ne sais pas. Mais, tu vois, je ne suis pas aussi fou que ça. J'ai continué avec IT2. La passion, on l'avait divisée en 2. Cette année, j'ai planté l'autre moitié. Et c'est vraiment le jour et la nuit. C'est différent.
Pourquoi je dis je suis pas si fou que ça? Parce qu'en fait, j'ai une quantité de bananes à faire pour l'année et je savais que j'allais le faire. Même parce que j'avais même pas compté cette parcelle. Ce qui veut dire que les prises de risque qu'on prend, quand même, ça m'a permis en fait de savoir qu'est-ce qui peut se passer et est-ce qu'on détient le vrai, et si on ne le détient pas, le regard est important de savoir en fait les difficultés qu'on aura, on est plus à même en fait à les comprendre et à les maîtriser pour les années plus tard. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Une précision. Juste pour ajouter quelque chose, effectivement. IT2, on est un institut sans mur. C'est-à-dire qu'on est localisé à la fois en Guadeloupe, en Martinique, en métropole. Et en fait, on n'a pas de station d'expérimentation, on travaille avec les producteurs en direct. Et c'est un choix de l'Institut qui a été fait comme ça. Et moi, je trouve que c'est très bien. Parce qu'en fait, justement, on va au front, directement avec les producteurs et on teste avec eux. Alors effectivement, on essaye de ne pas quand même prendre de risques. Et si des producteurs veulent qu'on fasse 10 hectares, on va dire non, on va en faire 1,5. Mais voilà, on est vraiment dans de la sensibilisation directe. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on se rend compte que la plupart des innovations, et pour le coup, Daniel Nouvet, avec ce qu'il évoque là, il a quand même pris un sacré risque, mais il est encore avec nous. Donc en fait, il a quand même la présence de conseillers avec lui sur le terrain. Et ça gagne énormément par rapport au reste. Et sur des indicateurs, aujourd'hui, on a en couverts végétaux, tu parlais de Bracharia, tu parlais d'Esmodium. Quand on parle maintenant de ces couverts végétaux, qu'on a mis du temps à essayer de maîtriser, à comprendre, on est aujourd'hui sur des... on peut parler de milliers d'hectares. Donc voilà, ça commence à être extrêmement important. Après, on est dans des contextes tropicaux où on peut faire 90 tonnes de biomasse verte avec du sorgho en 70 jours. Hein, attention. Donc voilà, mais ça crache. Mais donc voilà, nous l'enherbement, faut qu'on essaye de vivre avec. Et ça fait un moment qu'on a compris qu'il fallait pas essayer de l'éradiquer, mais c'est des contextes particuliers et on essaye de les maîtriser. Et voilà. Mais c'est une prise de risque particulière de la filière d'aller effectivement auprès des producteurs. Et peut-être un petit point aussi à préciser, la filière met en place elle-même des fonds d'aide quand il y a des problèmes de calamité, où en fait les producteurs mettent une part de fonds de leur société, pour ceux qui en tout cas c'est lié au tonnage des producteurs, donc c'est associé à leur référence de production, et donc il y a un fonds d'aide qui est dédié quand il y a des problèmes de calamité, généralement plutôt des calamités type cyclone ou choses comme ça. On a une maladie là qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, j'en parlais ce matin, des nouveaux bioagresseurs qui sont des risques pour nous. On a une maladie en Colombie qui risque de nous attaquer prochainement, là, une maladie du sol, une bactérie du sol, la TR4. Donc voilà, mais il y a déjà des fonds d'aide qui ont été développés par la filière même pour anticiper les problématiques vis-à-vis de ça. Et parfois, ça permet d'éviter aussi à ce que des producteurs, quand ils voient la maladie chez eux, préfèrent ne rien dire pour ne pas avoir à supporter le coût. Là, ils ont une possibilité d'avoir un matelas, une aide, et ça va permettre aussi simplement que s'il y a problématique, on pourra aussi rapidement la déceler pour éviter aussi tout risque de propagation. Voilà. Merci beaucoup. Pour aller quand même au bout de la question qui a été posée, les années où on prend le bouillon, c'est le producteur qui paie. C'est bien ça? Si on veut être clair. C'est ça. Hein, voilà, on est bien tous d'accord. OK. Pas d'autres questions? Sinon, c'est la dernière. Qui en profite? Personne saisit sa chance. 3, 2, 1. Bon, il n'y a plus qu'à vous applaudir et vous remercier d'être venu sur scène. Merci beaucoup.